Évidemment, aujourd'hui, je suis interpellée par ce qui se passe, c'est-à-dire le soutien et la connivence institutionnelle et aussi législative face à l'avancée des psychothérapies qui sont certifiées, évaluées par l'IA. Je pense que c'est ça le vif de l'enjeu de notre actualité. Sinon, il y a deux points qui m'ont beaucoup frappé. Le premier concerne le mouvement du transhumanisme, c'est-à-dire ce mouvement qui reprend l'idée d'immortalité, qui est chère à l'humanité depuis la nuit des temps, mais qu'aujourd'hui la science promet de réaliser en transférant toute notre activité cérébrale sur des supports numériques pour la rendre justement immortelle. L'autre point qui m'a frappé, c'est quelque chose que je pourrais appeler un traitement nouveau du deuil, qui va à l'envers de ce que Freud nous expliquait, c'est-à-dire le progressif détachement de l'objet perdu pour investir avec le temps qu'il faut d'autres objets. Bon, rien de tout ça. Avec l'intelligence artificielle, il y a quelqu'un qui a pensé qu'on peut créer un avatar de disparu pour le garder avec soi. Donc, on peut assister à des expériences, notamment en Japon, avec une maman qui avait perdu sa fille de 5 ans et qui est mise en contact avec l'hologramme de la fillette, censé lui parler, la consoler, voire lui permettre de supérer ce deuil dit pathologique. Donc, ce sont évidemment des usages pas trop répandus, mais troublants et bien réels. Ce qui est répandu, par contre, c'est l'usage conversationnel avec l'intelligence artificielle. Je suis frappée par cet usage croissant de l'IA comme un partenaire de discours. Donc, ce sont beaucoup les personnes qui s'y adressent pour s'orienter dans leur vie professionnelle, dans leur vie amoureuse, dans la vie personnelle et professionnelle aussi, et aussi pour calmer l'angoisse. Mais évidemment, c'est quelque chose qui marche à moitié. Je pense à cette patiente qui a une conversation tous les jours avec ChatGPT. Elle considère que c'est son ange gardien. Elle peut passer des heures, la nuit se réveille et elle le considère très maternel. Bon, c'est vrai qu'à la fin, à la longue, tous ces usages très bienveillants peuvent un peu écœurer, peuvent produire des effets d'ennui ou de déception, parce que derrière le chatbot, nous savons, il y a une machine. Donc, je pense que surtout la rencontre avec la machine, avec le chatbot, efface la question du que vuoi, du graphe du désir lacanien, c'est-à-dire efface l'angoisse de la rencontre avec un humain. Et donc, c'est au cœur de notre orientation. Enfin, j'ai écouté aussi des usages plus modérés ou pacifiants même avec l'IA. Je pense à cet autre patient qui a des relations très difficiles et conflictuelles au travail. Et donc, il a trouvé une solution. Il demande à ChatGPT de lui réécrire les mails, mais sur un ton beaucoup plus calme, diplomatique. Et depuis, son environnement au travail s'est apaisé. Donc voilà un bon usage de l'AI. Mais ce qui compte, c'est qu'il en parle en séance. C'est-à-dire, il fait de ces contacts et conversations un objet d'en dire dans le dispositif analytique sous transfert. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant qui peut sortir, parce que, et je terminerai sur ça, ce n'est pas l'objet
numérique intéresse l'analyste, mais justement ce que l'utilisateur peut en dire. Évidemment, il y a une différence abyssale. Les chatbots sont des machines. Leur langage se réduit à un code numérique, à un combinatoire des 0 et des 1. Même si l'interface peut être sophistiquée, il reste des machines. Alors nous savons que Lacan s'est intéressé très tôt aux machines parlantes, à la cybernétique, depuis les années 50. Il cherchait les lois du langage. Il a pu même dire que le monde symbolique, c'est le monde de la machine. Mais après, tout au long de son enseignement, il nous montre que le par-l'être n'est pas que du symbolique. Le par-l'être, c'est le corps parlant, le corps frappé par la langue, traversé par la jouissance. Donc, la première différence, c'est que le chatbot répond à toute question et il le fait sans être habité par un désir. Il n'a pas le désir du chatbot, hein, comme le désir de l'analyste. Et parler à un analyste, c'est tout autre chose. C'est parler à quelqu'un qui écoute, non pas pour répondre, mais pour faire entendre à un sujet ce qu'il dit sans le savoir. Alors, pour continuer dans les différences, on peut dire que tandis l'IA, le chatbot, répond toujours avec certitude, complaisance, il s'ajuste à la demande de l'interlocuteur. L'analyste, lui, reste toujours dans une position déjà de silence. Et surtout, il travaille avec le raté, le malentendu, le symptôme, l'équivoque. Donc, ce que la machine considère une erreur, lui, l'analyste, le récupère comme chose précieuse, le point énigmatique d'où peut surgir une vérité du sujet. Et puis, la grande différence, c'est la présence, le corps. Quand on est face à un analyste, on est face à un corps avec ses silences, ses respirations, la tension dans la pièce, de la vie, hein, alors que le chatbot reste un code numérique sans vie, sans chair. Bien sûr, certaines peuvent considérer le chatbot comme un sujet supposé savoir, mais il occupe cette place sans le manque qui est fondamental pour faire surgir la division subjective du sujet. Le chatbot ne connaît pas la frappe de la langue, ne se cogne pas au réel, ne connaît rien de la vie ni de la mort d'ailleurs. Donc, il fait quoi? Eh bien, comme on l'a dit, il répond, il rassure, il console, mais il nourrit plutôt que effacer ou guérir les symptômes qu'il voudrait effacer. Donc, au mieux, il propose une orthopédie du moi, mais nous savons qu'un plâtre trop confortable, il peut ramollir ou atrophier les muscles du vivant. Alors, la première dérive qui me vient à l'esprit, c'est tirée d'une citation de Jacques-Alain Miller, quand il dit que, à force de produire des machines, de manier des machines, l'homme finit pour se prendre pour une machine, et encore pire, pour aimer être traité comme une machine. Donc, la question, ce n'est pas si les machines et les chatbots vont s'humaniser, devenir des humains, mais c'est plutôt l'inverse.
Pour ce qui concerne l'usage de l'objet numérique et ses dérives, des collègues critiquent de s'en servir en séance. Et pourtant, la clinique a montré qu'on peut bien travailler, surtout avec les enfants, les adolescents et les autistes, avec l'IA et des objets numériques, à condition que tout soit cadré et réglé par la présence du psychanalyste dans le travail. Néanmoins, si je reprends les exemples que j'ai faits sur le transhumanisme, sur les hologrammes de disparus, eh bien là, je vois un refus radical du manque à être, un refus du corps mortel, de la castration, du manque. Donc la science, la technique voudrait, sur ce point, se débarrasser du réel et promettre l'immortalité au prix de la division subjective. Alors, les symptômes. La clinique décrit toute une série de symptômes liés à l'usage de l'IA. La dépendance aux écrans, les dépressions par interaction trop continuée, l'isolement, la solitude, ce qu'on appelle les phobies sociales, jusqu'à arriver à cet exemple d'un adolescent poussé au suicide par un chatbot. Alors, je ne crois pas que le chatbot ou l'IA puisse produire ex novo ces symptômes. Je pense plutôt qu'ils peuvent accélérer, accentuer ces problématiques dans des structures déjà fragiles. Ou au contraire, ces personnes déjà fragiles qui sont portées à se réfugier dans l'objet numérique et donc à produire après tous les symptômes. La dérive symptomatique peut se résumer dans une phrase. Plus l'IA, le chatbot, l'objet numérique tendance à gommer, à effacer la faille humaine, et plus elle nie l'inexistence du rapport sexuel qui est au centre de notre orientation. Je pense que c'est ça le point important dont découle toute la cascade des symptômes dits numériques. Et il y a en plus cette tendance de l'IA à ce langage si rassurant et si lisse qui voudrait effacer l'angoisse. C'est ça la question. Le risque, c'est de produire des sujets qui ont peur de rencontrer un autre humain et qui donc refusent tout contact à cause de cette angoisse qu'ils ne veulent pas traverser.